Bientôt commencer. Hein, bon, Laurence, c'est vrai, était venue le jour de l'introduction. Elle s'était présentée. Hein, mais alors donc Laurence, elle est responsable de l'équipe appui à la publication de la DIST au CIRAD. Alors là, au CIRAD, la DIST, c'est la délégation à l'information scientifique et technique. Elle va avoir l'honneur de clôturer cet atelier d'une façon très logique, en fait, puisque on a vu des ateliers comment réussir je dirais, inventorier toute la littérature existante sur un sujet précis, toute la démarche qui consiste à rendre ce corpus d'informations de littérature fiable, avec des analyses statistiques ou pas forcément d'ailleurs. Et puis après, l'objectif est quand même de rendre ce travail diffusable ou pas, hein, soit sous forme de rapport, soit sous forme de publication. Et donc, c'est ce que Laurence va aborder ici. Alors, pas seulement le travail je dirais, de review synthétique, c'est le travail de publication en général. Donc, voilà. Laurence, on te laisse la parole. Hein. Ok, Voilà, merci. merci, bonjour à tous. Alors, oui, donc je vais faire quelque chose de plus générique sur la publication. Donc, j'ai divisé ma présentation en quatre parties. Valoriser ses résultats de recherche, donc comment et pourquoi, les bonnes pratiques de publication dans le contexte de sciences ouvertes dans lequel on est tous confrontés quand on publie. Le data paper, qui est vraiment le type d'article qui s'inscrit particulièrement dans la science ouverte, puisqu'il oblige à rendre disponibles ces données et qu'il est publié en libre accès. Et puis, la science ouverte, est-ce que ça impose en termes d'enjeux scientifiques pour les disciplines? Donc, valoriser ces recherches quand on est chercheur, c'est bien évidemment la publication qui est le meilleur moyen de valoriser pour faire connaître ses recherches et communiquer ses résultats. Et dans ce contexte de sciences ouvertes, partager donc les données, brutes ou pas que, mais aussi tout ce qui touche au code, au protocole, au workflow, au modèle. Hein. Il y a d'autres formes de valorisation, comme le brevet, les exploitations commerciales, la création de services. J'ai mis là le lien vers le projet Variva, qui est un projet de valorisation des résultats et de l'innovation qui est spécifique Afrique de l'Ouest. Dans les notes qui accompagnent chaque diapo, vous avez beaucoup d'informations, donc j'ai détaillé ce projet dans les notes. Hein. Voilà, donc là, ce n'est pas le sujet, on va rester sur les publications. Donc, les publications, articles de recherche, bien sûr, pour valoriser les résultats, ça c'est classique. Les publications, articles de synthèse, review, pour faire un état de l'art, et c'est particulièrement, ça mérite d'être fait quand on fait un état de l'art pour une thèse, par exemple. Et donc, les revues systématiques aussi, qui vous ont été présentées pendant tout cet atelier. Et tous les produits de recherche aujourd'hui peuvent être valorisés et c'est ce qu'on va voir un peu. Donc les données, bien sûr, les codes sources, les logiciels, les modèles hein, et les protocoles, puisque cette science ouverte se veut transparence et reproductibilité des produits de recherche. Donc, la science ouverte, c'est un mouvement aujourd'hui qui est mondial. On verra dans mes diapos à la fin que ça touche bien évidemment l'Afrique, où il y a un mouvement qui s'appelle LeapSense, un programme pour renforcer la science ouverte en Afrique. Et donc, l'objectif, c'est de diffuser tout ce qui est résultat et pas que, tous les produits de recherche, le plus vite possible, le plus rapidement possible, donc presque sans délai et sans obstacle, ni technique, juridique, géographique, etc. Donc, cette science ouverte, elle couvre tous les domaines, le libre accès aux articles, mais aussi l'ouverture des données, l'ouverture des logiciels et des codes sources, la transparence et donc aussi l'ouverture, la publication ou le dépôt des protocoles dans des entrepôts, tout est possible. Et ça s'élargit aussi à l'open peer review, au libre accès aux ressources éducatives, les fameux MOOC, et plein d'autres choses aussi. Donc, l'enjeu clé derrière la science ouverte, c'est vraiment la transparence des protocoles, la reproductibilité des expériences et la réutilisation des données, le partage des connaissances pour qu'ils soient accessibles à tous, et l'intégrité scientifique. Donc, les raisons qui ont poussé ce mouvement qui est mondial, qui est vraiment une dynamique mondiale, c'est qu'il y a trop d'articles qui sont publiés sans qu'il y ait d'accès
euh, gratuit à tous. Et là, en l'occurrence, où j'ai voulu préparer des exemples de revues systématiques, je me suis retrouvée confrontée, comme vous l'êtes, vous, en Afrique, à beaucoup d'articles où je n'avais accès qu'au résumé. Et donc, c'est ça que veut éviter ce mouvement et veut inciter donc, et plus qu'inciter, parfois obliger, à rendre accessibles tous les articles qui sont publiés. La deuxième raison, c'est bien sûr la fraude. Il y a énormément de problèmes et vous en avez sûrement entendu parler. Il y a eu beaucoup de rétractations d'articles pendant cette période Covid. Des fraudes, des manipulations de données, un problème de reproductibilité des expériences. Donc, derrière ce mouvement, il y a une incitation aux bonnes pratiques de recherche. Et puis, beaucoup de données sont produites dans les projets de recherche notamment et restent sur les ordinateurs des chercheurs et donc elles ne sont pas accessibles et donc pas réutilisables. Et la Commission européenne a fait ce rapport, vous avez le lien dans les notes de la diapo, où ils ont estimé qu'il y avait environ 10 milliards d'euros perdus par an de non-partage de ces jeux de données. Donc, dans les projets européens, on va voir, il y a une très forte incitation au partage des données et pas que des codes sources, des protocoles, etc. Donc, ce qui est attendu de vous dans ce domaine de la science ouverte, c'est vraiment, là, vous avez votre expérience qui est là matérialisée sur un gâteau, et l'idée, c'est que vous partagiez l'ensemble de la recette. Donc, publier complètement l'ensemble du protocole de l'expérience et publier de façon à ce que la recette soit lisible par tous gratuitement. Mais aussi donner accès à tous les ingrédients qui ont servi à faire l'expérience. Donc les protocoles, les données, les codes sources, les ressources biologiques qui peuvent être, enfin c'est pas votre contexte, mais des lignées cellulaires, des anticorps, des plasmides, des choses comme ça. Tout est possible aujourd'hui d'être matérialisé par un identifiant numérique et rendu disponible pour que d'autres puissent les réutiliser. Donc, ce qui est attendu de vous, c'est publier, donner accès et appliquer les pratiques de votre discipline pour être compris au moins par votre discipline. Et là-dessus, on peut ajouter ces fameux principes FAIR qui ont été développés avec un objectif de faciliter la réutilisation des données. Et aujourd'hui, on parle très facilement de données FAIR, mais pas que des données, et donc de fairisation. Alors, FAIR, c'est juste 4 principes qui ont été créés, enfin formulés, et qui disent facile à trouver, accessible, interopérable, enfin findable en anglais, accessible, interopérable et réutilisable. L'enjeu, c'est vraiment qu'est-ce que vous faites pour que les données en finale puissent être trouvables, compréhensibles et réutilisables. Donc, si on décline, trouvable, ça veut dire que vous les déposez dans un entrepôt, si on parle des données, indexé dans les moteurs de recherche, ce qui est le cas de la plupart des entrepôts de données de confiance. Dans l'entrepôt, il aura un identifiant numérique comme tous les articles, richesse des métadonnées, donc de toutes les informations qui décrivent les données, et les mots-clés cohérents comme dans un article. L'accessibilité, ça veut dire que, comme l'article, si c'est déposé dans un entrepôt ouvert à tous, ce sera libre d'accès gratuitement, et avec un format ouvert, par opposition à un format propriétaire où il faut payer pour pouvoir décoder les données. Interopérable, c'est que vous utilisez un vocabulaire qui est classique de votre discipline et réutilisable, que les données soient accompagnées de tous les protocoles, le dictionnaire des variables, tout ce qui permet de comprendre le fichier de données et que les conditions d'utilisation des données soient clairement décrites. Donc, bien sûr, on vous demande de publier, de donner accès, d'appliquer les pratiques, mais toute cette dynamique a aussi mis en place tout un panel d'outils. Donc, des revues qui publient en libre accès gratuit pour les lecteurs, il y en a beaucoup, et aussi des revues dans lesquelles on peut publier gratuitement. Donc là, j'ai mis 3 exemples. Des archives ouvertes pour déposer les articles, si vous ne pouvez pas publier dans une revue en libre accès parce que parfois ça coûte. Donc, il y a des archives ouvertes aussi pour déposer une version du manuscrit et les sites d'information sur les revues, et celui-là, je vais le détailler tout au long de ma présentation. Donner accès aux données, il y a des entrepôts pour déposer gratuitement les données. Là, j'ai exposé le Dataverse, qui est l'entrepôt du CIRAD, qui est l'entrepôt de l'IRD, qui est aussi l'entrepôt national en France.
Mais il y en a plein d'autres, des entrepôts, je vous les montrerai un peu plus tard, et le répertoire R3 Data dans lequel on peut trouver tous les entrepôts qui existent. Et les pratiques de votre discipline, la plupart des communautés scientifiques ont aujourd'hui publié des recommandations et des standards disciplinaires qu'il vous est conseillé de suivre. Et on va voir le répertoire dans lequel on peut trouver tous ces standards. Et il y a aussi des entrepôts disciplinaires, et celui-là, le GBIF, et l'infrastructure mondiale pour les données de biodiversité. Donc, pour vous, bien sûr, l'intérêt de toutes ces publications, de rendre disponibles les données, les protocoles, ça met en valeur le travail, ça vous rend visible dans votre communauté. Le fait de, quand vous publiez un article, vous êtes auteur, c'est affiché. Quand vous déposez des données sur un entrepôt, vous êtes créateur des données, donc vous êtes visible. La paternité sur la création des données et les résultats, elle est affichée. Vous êtes transparent et donc ça montre la rigueur de vos expériences, de vos protocoles, et de mettre à disposition permet à d'autres de réutiliser les résultats, les données, les protocoles. Donc, c'est une satisfaction de contribuer aux avancées scientifiques et sociétales, et aussi de la crédibilité dans cette transparence, de la notoriété, de l'attractivité, j'ai mis. Donc, ça peut ouvrir à des nouvelles collaborations, des citations, des nouveaux projets, donc des financements. Donc, ces bonnes pratiques de publication, donc je vous dis, les publications, vous avez beaucoup de types d'articles dans les revues qui permettent de publier articles de recherche pour des résultats, articles méthodologiques pour les protocoles, les data papers pour les jeux de données, les software papers pour les codes sources, les articles de synthèse, les revues systématiques, vous l'avez vu tout au long de cet atelier, et aussi, bien sûr, ces fameux policy briefs pour publier de la recommandation à destination des décideurs. Mais la publication, c'est difficile parce qu'il y a énormément aujourd'hui de soumissions d'articles. C'est vraiment dans des conditions... Enfin, les taux de soumission sont énormes et du coup, les taux de rejet tout autant. Donc là, je vous donne quelques conseils sur le choix de la revue enfin, c'est ce que je vais dérouler là, avec la recommandation de vraiment bien choisir sa revue. Et comme ça l'a déjà été dit dans cet atelier, lisez bien le scope de la revue, les instructions aux auteurs, et soignez la rédaction de l'article, et bien sûr de tout ce qui va être titre, résumé, lettre d'accompagnement, parce que c'est ça que va voir l'éditeur à qui vous allez envoyer. C'est la première chose qu'il va lire, la lettre d'accompagnement. Donc ça, c'est précieux. J'ai mis suivez une formation à la rédaction, et là, je vous ai mis le lien vers le MOOC que fait l'IRD, et donc que je conseille, parce que c'est vraiment très bien fait. Et bien sûr, réussir une publication, malheureusement, ça c'est incontournable de faire un anglais de qualité. Donc, faites réviser l'anglais de vos articles. Donc, le choix de la revue, vous visez un lectorat qui est le plus souvent dans votre communauté scientifique. Donc, consultez votre communauté scientifique pour voir qu'est-ce qu'elle conseille ou dans quelle revue elle publie. Repérez aussi les revues. Quand vous faites l'état de l'art d'un sujet, vous voyez bien dans quelles revues sont publiés les articles que vous lisez. Donc, regardez quelles sont ces revues. Lisez donc le scope, et donc c'est-à-dire le périmètre de la revue pour vérifier que le sujet correspond, et les instructions aux auteurs, où vous verrez aussi toutes les recommandations sur les types d'articles qui sont publiés. Toutes les revues ne publient pas tous les types d'articles, et les attendus dans chaque cas, c'est-à-dire vraiment ce qu'attend la revue pour chaque type d'article. Et il peut y avoir aussi des limitations en termes de taille, enfin de longueur d'article, de nombre de mots, de nombre de caractères. J'ai mis là, vérifiez bien que ça correspond aux attentes et aux exigences de la revue, parce que out of scope, c'est vraiment la première cause de rejet d'un manuscrit. Donc, vérifiez bien que la revue que vous choisissez correspond à votre projet de publication. Donc là, je vous montre cette base où publier. Donc, c'est un site Internet, vous pouvez y accéder. C'est nous qui l'avons créé. Et donc, dedans, il y a plus de 2300 revues classées par thème et sous-thème et par type d'article. Et donc, en choisissant un thème et un type d'article, vous pouvez trouver tout un panel de revues qui va correspondre à votre projet de publication. Et si vous rentrez dans la revue, vous avez le lien vers le site web et les instructions aux auteurs. Et aussi, là, par exemple, sur type d'article, vous avez tous les types d'articles publiés par la revue. Donc, ça peut vous permettre de choisir une revue qui publie des articles de synthèse, qui publie des
comment on appelle ça, des mini-reviews, par exemple, et d'autres. Et donc, moi, je vais pas expliquer ce que sont chacun de ces types d'articles. Je vous ai mis là des liens vers des informations que vous pouvez trouver donc sur les articles de recherche, les data papers que je vais détailler un peu plus, les policy briefs éventuellement. Et pour les articles de synthèse, donc je vous ai mis un lien vers une fiche qui avait été faite par ma collègue et qui vous trouverez tout sur le site Copiste. En fin de ma présentation, j'ai mis tous les liens. J'ai récapitulé sur les diapos à la fin tous les liens. Et je vous mets là ce guide de l'OFB qui présente les différentes méthodes d'expertise et qui compare un peu les méta-analyses, les articles de synthèse, les revues systématiques. Et puis, j'ai détaillé pour les revues systématiques où tout vous a été expliqué de l'importance de détailler tous vos protocoles, de tracer tous les articles et de donner les liens d'accès à ces articles. Donc, les liens vers les instructions aux auteurs de Environmental Evidence, qui vont vous donner toutes les informations nécessaires, et aussi les guidelines, les standards que vous devez suivre quand vous faites ce genre de review. Donc, j'ai mis voilà, le ROSES et le PRISMA qui sont les standards recommandés. Donc, je vous laisserai voir. Et puis, quelques exemples de revues dans lesquelles on peut publier ces revues systématiques. Donc, Environmental Evidence, on vous en a parlé beaucoup, mais il y en a d'autres aussi dans lesquelles on peut en publier. Et ce ne sont que quelques exemples. Les autres critères qui sont importants à prendre en compte quand on recherche une revue, c'est le libre accès. Donc, aujourd'hui, si vous êtes dans le cadre d'un projet de recherche, qu'il soit Horizon Europe, donc financé par l'Europe, qu'il soit financé par l'ANR, donc l'Agence nationale française qui finance des projets de recherche, par la Fondation Gates ou la Wellcome Trust, c'est une obligation de rendre son article accessible. Donc, il y a une obligation de libre accès, ce n'est pas de l'incitation. Là, c'est très facile pour le bailleur de contrôler que votre article est accessible. Donc, j'ai mis attention au coût de publication. Publier dans une revue, ça peut coûter très cher. Ça dépend donc des revues, mais il y a des revues diamants où c'est gratuit. Deuxième point important, la qualité de l'éditeur et donc d'éviter les prédateurs. Je vais le détailler un petit peu. La politique de la revue en termes d'accès aux données. De plus en plus de revues maintenant vous demandent l'accès aux données et parfois même l'exigent. Donc, attention, ça peut être un critère de sélection. Et donc, je vais vous montrer que cet outil ou publier peut vous aider aussi à sélectionner les revues qui correspondent aux critères que vous choisissez. Dans les libres accès, selon les revues, ça peut être un libre accès total, gratuit. On trouve des revues qui appliquent ce modèle-là. Ça peut être un modèle libre accès total, mais payant. Et donc, sur ce site, vous trouverez aussi le coût qu'on essaye d'actualiser chaque année. Donc, ce sont les différentes formes de libre accès que proposent les revues. Vous avez aussi un libre accès optionnel. Donc, si vous publiez dans cette revue, c'est gratuit. Mais si on vous demande d'avoir le libre accès optionnel, vous devez payer cette option. Et la dernière solution que proposent parfois les revues, souvent les revues de sociétés savantes, c'est un libre accès après embargo, donc sur un délai de 6 mois ou d'1 an, et l'article devient accessible gratuitement à tous. Donc, ce libre accès à votre article, surtout si vous êtes dans le cadre d'un projet où c'est exigé, c'est un critère de choix de la revue. Donc, j'ai mis éviter les coûts trop élevés. Il y a des revues comme Nature, par exemple. Le coût de libre accès, de l'option libre accès est à plus de 9 000 €. Donc, c'est énorme. Pensez bien qu'il y a beaucoup de réductions pour les auteurs des pays du Sud. Je vous ai mis là le lien vers les listes des pays qui ont en général des réductions totales ou à 50%, ça dépend des pays. Mais sachez que voilà, si l'auteur correspondant est membre d'un de ces pays, il y a des fortes réductions. Prévoyez ces coûts dans le montage des budgets de projets. Tous ces coûts sont éligibles et les bailleurs de projets vous les remboursent. Et j'ai mis éviter de payer dans les revues ce qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire les revues sur lesquelles vos institutions payent déjà une adhésion annuelle et en plus, si vous payez l'option libre accès, ça finit par coûter très cher et ces coûts-là ne sont pas éligibles. Donc, quand les
bailleurs des projets remboursent, c'est uniquement sur les revues en libre accès total. Si vous ne pouvez pas, ou en plus pour compenser cette problématique de payer dans certaines revues, vous pouvez déposer la version finale de votre manuscrit dans une archive ouverte. Dans vos institutions, il y en a peut-être des archives ouvertes. C'est le cas aussi RAD pour Agritrop. Et je vous ai mis là le lien vers HAL, qui est l'archive nationale, mais qui a un HAL de l'AUF, l'agence de la francophonie. Donc, il y a un HAL Afrique où vous pouvez déposer une version de vos articles. Et Zenodo, qui est l'entrepôt européen, mais qui est accessible à tous pour déposer des manuscrits. Et il y a sinon cette proposition que font maintenant les bailleurs d'utiliser une stratégie de non-cession des droits pour pouvoir garder les droits sur une version de son article et pouvoir la déposer dans une archive ouverte. Le deuxième point à prendre en compte quand je choisis une revue, c'est d'éviter les éditeurs prédateurs. Donc, j'ai mis « ils sont nombreux, ils savent vous attirer » et c'est vrai. Si vous recevez des mails, en général, c'est envoyé par un éditeur prédateur parce que les revues reçoivent tellement de manuscrits qu'ils ne vont pas aller chercher des auteurs par mail. Donc, eux, leur intérêt, c'est de faire de l'argent, donc évitez de publier chez eux. Je ne vais pas détailler plus. Je vous ai mis le lien vers le bulletin du CAMES qui parle de ces revues prédatrices. Donc, vous avez pas mal d'informations et aussi le lien vers nos sites. Le copiste est en Internet, donc vous avez accès à ces deux fiches, éviter les revues et éditeurs prédateurs et les outils pour les détecter. Et pareil, sur le site de l'Office français de l'intégrité scientifique, vous pouvez accéder à beaucoup d'informations. Le troisième point, c'est la politique d'accès aux données. Les revues, maintenant, elles affichent cette politique, la plupart, hein, vraiment. Et donc, dans un paragraphe qui se nomme comme ça, et qui demande, quand vous publiez un article de recherche, de rajouter ce paragraphe, qui en français veut dire la déclaration de disponibilité des données. Vous devez dire où et comment vos données sont accessibles. Donc, en général, la revue, elle propose des modèles. Donc, les données sont accessibles dans l'entrepôt avec le nom d'entrepôt et le lien. C'est en général ce qu'elles attendent comme réponse. Mais évidemment, vous pouvez ne pas pouvoir partager les données et donc vous devez expliquer pourquoi. Donc, de plus en plus de revues le recommandent et certaines revues, donc là j'ai mis quelques exemples, exigent l'accès aux données quand vous allez publier. Parfois, elles vous demandent même l'accès aux données quand vous soumettez le manuscrit, au moins pour les reviewers. Donc, si vous déposez si vous envoyez un manuscrit dans ces revues, sachez que vos données, elles doivent être préparées pour que vous puissiez publier. Donc, toujours avec cet outil ou publier, vous avez, en cliquant sur l'onglet données de recherche, vous avez l'accès à l'information. Soit la revue recommande le dépôt de données, soit elle l'oblige. Et dans ces cas-là, on a mis à chaque fois le lien vers les entrepôts que recommande la revue. Donc, si vous publiez dans une revue comme celle-là, Behavioral Ecology, ça veut dire que vos données, elles sont prêtes. Elles ont été organisées, préparées, formatées, décrites, comme l'attend l'entrepôt dans lequel vous allez déposer les données. Donc ça, c'est un critère important pour choisir sa revue. Donc les bonnes pratiques, choisir la revue adaptée à son sujet et qui correspond au lectorat que vous visez, vérifier qu'elle publie le type d'article que vous voulez, prioriser les revues en libre accès gratuites, privilégier les revues de qualité en évitant les prédateurs, prendre soin de ces données facilite la publication. Et donc, ce que j'ai présenté là, c'était l'accès aux données dans les articles de recherche, mais c'est encore mieux de valoriser les données en publiant un data paper où elles seront encore plus mises en valeur. Donc là, je vous ai donné les liens utiles, je ne les redétaille pas. Donc, je rentre sur la partie ce que c'est qu'un data paper. Et ces data papers, ils ont été développés, ce type d'article, parce que effectivement, les données, elles ont de la valeur et elles n'ont pas de la valeur que pour des scientifiques, mais elles peuvent aussi intéresser d'autres types d'acteurs et contribuer à des connaissances qui peuvent avoir un impact environnemental ou sociétal. Donc là, j'ai matérialisé des enseignants, des journalistes, des acteurs privés aussi, des politiques, bien sûr, des décideurs. Et la publication de vos données peut intéresser aussi tous ces types d'acteurs. Donc, traitez-les bien. Et
les données qui sont concernées par les data papers, bien c'est toutes les données, donc des données, comme vous l'entendez, des données d'observation expérimentale, mais aussi des données biblio, et je vous donnerai quelques exemples de data papers qui s'appuient sur des données bibliographiques. Donc, le data paper, c'est un article qui décrit un jeu de données, ce jeu de données étant déposé dans un entrepôt. C'est ça un data paper. Le data paper, il décrit les données et les données sont accessibles dans un entrepôt. L'objectif de tout ça, c'est que les données soient réutilisables. Donc, ça veut dire qu'elles sont décrites dans l'entrepôt, pardon, décrites dans l'article et trouvables et accessibles dans l'entrepôt. Donc, l'article lui-même, il décrit le jeu de données et son contexte en mettant toutes les informations nécessaires pour que ce soit compris. Il décrit l'ensemble des méthodes et des processus et des équipements, les variables qui ont été analysées, les contrôles qualité, les unités de mesure. Tout doit être décrit pour que ce soit compréhensible et réutilisable. Et le troisième point qu'il y a dans un data paper, c'est toujours le potentiel de réutilisation des données. À qui, à quoi les données peuvent-elles servir? Dans un data paper, généralement, il n'y a pas de résultat, pas d'analyse, pas de discussion. Certaines revues demandent une partie discussion, mais ce n'est pas l'ensemble des data papers. En général, c'est surtout ces 3 points. Jeu de données, son contexte, la méthode et le potentiel de réutilisation. Et le data paper donne le lien pour accéder au jeu de données dans un entrepôt. Et dans l'entrepôt, il y a le jeu de données, ou les jeux de données, ou les fichiers de données plutôt, et en général accompagné par un fichier d'information qu'on appelle un fichier README, les listes des variables et tout ce que vous voulez d'autre. Toute cette documentation associée est déposée dans l'entrepôt avec le jeu de données. Donc, si je vous donne un exemple concret, voilà un data paper sur la distribution des fourmis en Belgique. Donc, le data paper ne décrit que ce qu'est ce jeu de données, pourquoi on est allé le collecter, et la méthode donne accès à quelques informations expliquant ce qu'il y a dans les données, donc 27 000 observations, et donne le lien vers l'entrepôt où vous pouvez accéder aux données. Et donc, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur l'entrepôt, donc ce fameux GBIF qui est l'infrastructure mondiale en données de biodiversité. Et là, vous voyez les 27 000 observations, occurrences, download, et vous avez accès à toutes les données. Donc, c'est ça le data paper. Une description des données, un lien vers le jeu de données et le jeu de données téléchargeable. Donc là, je vous donne quelques exemples de jeux de données, de data paper qui ont été faits sur des bases de données bibliographiques. Donc celle qui a été faite par Christophe Nvakost, mais aussi, voilà, je vous ai mis plusieurs exemples. Je vous ai mis les liens à chaque fois pour aller voir à quoi ça ressemble. Voilà, j'en ai mis 4 dont les données sont des recherches bibliographiques. Et là, j'ai mis un exemple, je crois que ça a été présenté par Joseph ce matin ou je ne sais plus quand, donc c'est pas une méta-analyse, hein, c'est une systematic review qui a été faite dans Environmental Evidence, accompagnée par un data paper, donc des mêmes auteurs, qui est publié dans BMC Research Notes, et donc qui donne accès aux données dans l'entrepôt de Riyad. Ils ont choisi, qui est un entrepôt généraliste, et vous avez accès aux fichiers de données. Voilà, vous avez le lien. Dans l'article, vous avez le lien, donc voilà. La revue systématique, le data paper et le lien vers les données. Donc, des revues qui publient des data papers, il y en a tout un panel. Des revues génériques, des revues en écologie, des revues voilà, en biologie des plantes, des revues sur les sciences de la Terre, en santé. Il y en a beaucoup. C'est soit des data journaux, c'est-à-dire qu'ils ne publient que des data papers, soit des revues classiques qui ont compris l'intérêt du data paper et qui donc ont ajouté ce type d'article dans le panel des types d'articles qu'elle publie. Et par exemple, la revue Écologie est une des premières à avoir publié des data papers depuis l'an 2000. Et voilà, donc c'est des revues classiques, mais qui ont rajouté ce type d'article en plus des articles qu'elle publie. Donc le choix de la revue, bien sûr, toujours, hein, vous visez un lectorat scientifique en général, donc consultez sa communauté scientifique. J'ai mis là le lien vers 4 listes où on trouve les revues qui publient des data papers. Donc, ça, c'est celle que moi, je tiens à jour
au moins une fois par an. Celle du GBIF, mais qui cible des revues en biodiversité, et puis les deux autres là qui sont un peu génériques. Toujours sur notre site ou publié, vous croisez un thème et type d'article data paper et vous trouverez dans un thème toutes les revues qui en publient. Donc l'entrepôt de données, où vous allez déposer les données, l'entrepôt, c'est une infrastructure qui est dédiée à la préservation à long terme, théoriquement, des données et à leur diffusion. Donc, on peut y déposer les données et bien sûr, on peut y télécharger des données si vous voulez en réutiliser. C'est fait pour. Donc, il existe tout un panel d'entrepôts, donc des entrepôts institutionnels. On a dit le CIRAD, l'IRD, l'INRA ont un système Dataverse qui est ouvert à tous les partenaires dans le cadre de projets. En l'occurrence, Dryad, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, le GBIF en est un autre, le Forestplot en est un sur les données forestières. Dans les bailleurs, comme dans les revues, on vous demande de préférence d'utiliser des entrepôts disciplinaires plus que génériques, mais en général, on vous laisse le choix. Et donc, ce répertoire, où vous trouverez tous les types d'entrepôts qui existent, classés par discipline ou par pays. Donc, ça, c'est vraiment le répertoire le plus utilisé. Les critères de choix, c'est bien sûr qu'ils soient recommandés par la revue. En général, à ma connaissance, aucune revue n'impose un seul entrepôt. Vous avez un choix, je vais vous montrer un exemple. De préférence, l'entrepôt le plus utilisé dans votre discipline. Il doit délivrer un identifiant numérique qui sera attribué à chacun de vos jeux de données. Et j'ai mis gratuit, c'est le cas de la plupart, il y a très peu d'entrepôts payants. Attention, bien sûr, je précise, un site web n'est pas un entrepôt de données parce qu'il ne va pas délivrer d'identifiant numérique et qui ne sera pas indexé dans les moteurs de recherche de données et pas ResearchGate non plus parce que voilà, c'est une question qu'on pose souvent, ce n'est pas du tout adapté. Donc là, je mets l'exemple de Scientific Data, qui est donc le data journal de Nature. Comme la plupart des revues, on vous propose un ensemble d'entrepôts par discipline et on ne vous impose pas un seul entrepôt. Donc là, si je clique sur écologie, voilà, vous trouverez les 3 entrepôts les plus classiques, donc le fameux GBIF, mais aussi le KNB et l'Environmental Data Initiative, qu'on vous conseille, qu'on vous recommande pour y déposer vos données quand vous publiez dans Scientific Data. Donc la bonne pratique, c'est bien un article et un dépôt de données dans un entrepôt. L'article, le data paper, c'est un vrai article complémentaire d'un article de recherche, citable puisqu'il a un identifiant numérique et il est évalué. Tous les data papers sont évalués par au moins 2 reviewers, classiquement comme tous les articles de recherche. L'avantage du dépôt des données dans un entrepôt, c'est qu'en plus d'avoir l'article, vous êtes identifié en tant que créateur des données et donc vous avez aussi une double visibilité, un identifiant et une identification dans un moteur de recherche biblio et aussi dans un moteur de recherche de données. Vos données dans l'entrepôt, elles vont être préservées et elles seront accessibles à d'autres pour être réutilisées. Donc le bénéfice, c'est voilà, double visibilité, à la fois dans la revue, dans l'entrepôt, et donc par les moteurs de recherche biblio, on en a parlé, le Web of Science, le Scopus, le Google Scholar, et dans les moteurs de recherche pour les données. Donc là, j'ai mis 2 exemples, le Google Data Search et le DataCite, qui est l'organisme qui délivre les DOI, donc le DataCite, comment on dit, identifie tous les jeux de données qui sont dans tous les entrepôts. Donc, les données dans un entrepôt, c'est ce que je disais ce matin quand je suis intervenue, elles sont plus facilement réutilisables parce qu'elles sont mises en valeur par l'entrepôt et en général décrites chaque jeu de données par des métadonnées qui sont donc interrogeables. Donc, pour finir, donc la partie comment les communautés scientifiques se sont engouffrées dans ce volet sciences ouvertes. Ah oui, pardon, je voulais intervenir là-dessus d'abord. Donc, c'est un mouvement mondial avec, en France, un plan national qui a été mis en œuvre, une loi pour une république numérique qui a été lancée en 2018, un décret qui implique toutes les institutions de recherche, et puis les règles sciences ouvertes qui sont obligatoires maintenant dans les projets ANR. Mais aussi en Afrique,
ce programme LeapSense qui est porté par le réseau Wakren d'Afrique de l'Ouest pour l'éducation et la recherche, voilà, essaye de mettre en œuvre la science ouverte en Afrique de l'Ouest. Et j'ai vu qu'il y avait des feuilles de route science ouverte qui sont en préparation pour un certain nombre de pays. J'ai mis là aussi le lien vers la déclaration qui a eu lieu quand on a fait le colloque Sciences ouvertes à Dakar en 2019, hein, et qui apporte aussi quelques recommandations pour la science ouverte en pays du Sud. Ce mouvement mondial, il est porté aussi par de nombreux acteurs et je cite particulièrement la Research Data Alliance qui a beaucoup de groupes de travail ouverts à tous avec un groupe RDA France, donc en français aussi, en francophone. Et donc, vous pouvez rentrer dans tous ces groupes de travail. Il y en a en biodiversité, il y en a en environnement, il y en a sur les softwares, il y en a sur plein de sujets et ça peut être intéressant de les suivre. Les bailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, donc aujourd'hui, si vous êtes financé par l'un de ces bailleurs, c'est une obligation pour le projet, le coordinateur doit s'en assurer, de garantir le libre accès immédiat aux publications, de fournir ce fameux plan de gestion de données, donc ce n'est pas votre sujet, mais c'est un moyen pour chaque projet, une obligation, en général au mois 6 du projet, de fournir un document qui va décrire comment vous allez gérer, décrire, stocker et à terme, partager vos données. Donc, il n'y a pas d'obligation de partage, mais au moins comment vous mettez en œuvre des bonnes pratiques de gestion de données pour être sûr de ne pas les perdre et qu'elles ne restent pas sur vos ordinateurs en fin de projet. Et puis, l'obligation, a priori, de déposer les données dans un entrepôt, au moins pour toutes les données qui sont à l'origine d'articles de recherche. Pour les autres données, c'est à vous de voir, autant que possible, vous les partagez, mais c'est moins contrôlé que si c'est des données qui sont à l'origine d'articles de recherche. Et les éditeurs scientifiques, donc ce sont aussi utilisent cette science ouverte pour avoir mis en place ces politiques d'accès aux données. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc aujourd'hui, que ce soit quand vous avez un financement de projet ou quand vous voulez publier, c'est incontournable de bien gérer ces données pour pouvoir les publier ou pour pouvoir publier tout court. Et donc, cet fameux enjeu scientifique qui est important pour la réutilisation des données, ce qui est quand même l'objectif de cette science ouverte. Et donc, les communautés scientifiques ont mis en place des standards de description pour décrire les données. Et ces standards de description, ils dépendent du type de données. On ne décrit pas de la même façon du séquençage, des données d'enquête, des données de biodiversité, du phénotypage ou des données de télédétection. Et donc, chacune de ces disciplines applique, enfin, on recommande un standard pour décrire les données de manière à ce que tout le monde, dans une discipline, décrive les données de la même façon pour que les données puissent être combinées, agrégées, comparées. Et donc, ça facilite la reproduction et la réutilisation des données dans une discipline. Donc, j'ai mis là quelques exemples pour montrer qu'effectivement, la plupart des disciplines en ont. J'ai cité que quelques exemples en génomique, phénotypage, voilà, les données d'enquête, les données géographiques et ces fameux répertoires, le DCC qui classe ces standards par type, par domaine scientifique, ou celui de la Research Data Alliance, qui est un autre répertoire de standards de métadonnées. Et j'ai mis là, bon là on ne fait pas la question, mais si on vous demande quelle est la norme pour écrire une date, il y a une norme internationale pour écrire une date et qui est année, mois, jour, de manière à ce que tout le monde décrive la date de la même manière. Et donc, pour illustrer, si on fait quelqu'un qui part d'un vol à Abidjan en disant à son collègue qui est à New York, je pars le 05-01-23. Pour la personne qui part, c'est 5 janvier, mais pour la personne à New York, 05-01-23, c'est 1er mai. D'où l'importance d'utiliser un standard de manière à ce que tout le monde se comprenne. Et le standard, c'est année, mois, jour. Donc, dans le domaine de la biodiversité, il y a un standard qui s'appelle le Darwin Core. Et ce standard, il dit, mais ça a été un peu présenté ce matin aussi, à minima, une donnée de biodiversité doit être décrite par le non scientifique en respectant les règles taxonomiques. La date d'observation en format ISO 8601, année, mois, jour,
et avec une localisation de l'observation en degrés décimales. Donc, ce Darwin Core, il est utilisé par ce fameux entrepôt mondial en biodiversité, et j'ai vu qu'il était aussi utilisé par le réseau de biodiversité de Madagascar, donc je ne sais pas s'il existe vraiment encore, parce que je n'ai pas trouvé de données très récentes. Mais voilà. Et bien sûr, ce Darwin Core, il couvre plein d'autres champs, et votre intérêt à vous, c'est que les données elles soient comprises et réutilisées. Donc, plus il y a de métadonnées pour décrire vos données, et plus ça rajoute de l'enrichissement et de la compréhension des données. Donc, avec les autres métadonnées, donc les autres informations qui accompagnent la donnée, pour décrire quelle est la méthode d'observation, le type d'habitat, voilà, le type d'échantillonnage, le stade biologique, etc. Ça vous permet de décrire finement et de façon compréhensible le type de données que vous avez collectées et que vous allez partager. Et plus vous enrichissez la description et plus les données sont compréhensibles, interprétables et donc réutilisables. Donc, en sciences de l'environnement, les standards qui existent et recommandés, c'est vraiment le Darwin Core en biodiversité et ce qu'on appelle le langage EML, Ecological Metadata Language, pour tout ce qui est environnement, écologie. J'ai mis aussi là les standards du Muséum d'histoire naturelle parce que vous y trouverez plein de référentiels pour décrire la taxonomie, l'habitat par exemple, et ça peut être très utile. Il y a des guides aussi qui sont à votre disposition pour décrire des jeux de données en biodiversité. Donc, j'ai mis le guide de Biodiversa, là, qui est très utile, très bien fait, et celui sur l'utilisation de thésaurus. Bon. Des entrepôts, donc j'ai cité 4 exemples là, qui sont particulièrement adaptés. Le premier pour les données de biodiversité et les 2 autres pour tout ce qui est données environnementales, écologie. Et le Pangé, qui est l'entrepôt en sciences de la Terre, avec un volet environnement, qui fait partie d'un de ces rares entrepôts, a priori, enfin pas a priori, payant si vous y déposez un jeu de données, mais parfois ça peut être pris en charge par la revue dans laquelle vous publiez. Et donc voilà, pour finir, publier, c'est donc le meilleur moyen de valoriser des résultats de recherche et d'être visible et reconnu. Publier en étant intègre, en suivant les principes FAIR, c'est-à-dire publier dans une revue de votre discipline et déposer vos données dans un entrepôt avec un libre accès de préférence, enfin avec un libre accès tout court, soit dans une revue en libre accès, payante ou gratuite, soit en déposant une version de votre article dans une archive ouverte, et je vous ai montré qu'il y en avait. Et pour les données, utilisez un format ouvert pour que ça puisse être accessible et réutilisable par d'autres. Suivez les pratiques de votre discipline. Je vous ai montré qu'il y avait des recommandations, des standards, des guides disciplinaires. Et pour que les données puissent être réutilisables, d'assurer la compréhension en décrivant tout ce qui est protocole, type de variables, expliquer les tableaux, les fichiers, voilà, ça a été dit aussi, bien expliquer quelles sont vos colonnes, vos lignes, les variables, les unités, ça c'est fondamental pour que quelqu'un puisse réutiliser les données derrière. Et voilà, si vous faites tout ça, vous valorisez vos travaux et ça vous permet de contribuer à ces connaissances dans votre sujet invasion biologique en Afrique de l'Ouest et d'éclairer les prises de décision sur la base de données fiables et transparentes et les stratégies de gestion des invasions biologiques. Je vous remercie. Donc, j'ai mis derrière, j'ai mis 4-5 diapos avec des exemples de data paper en écologie, biodiversité, exemple de data paper avec des recherches biblio, exemple de revues systématiques que j'ai pris dans différentes revues. Et puis là, j'ai mis quelques liens. Oui, on a parlé le premier jour, je crois, ou mardi, du Research for Life, qui est donc le programme qu'a mis en place la FAO, l'OMS, pour que toutes les institutions des pays du Sud puissent avoir accès aux revues. Donc, je vous ai mis là les 2 liens. Là, c'est le lien vers la fiche qui explique exactement comment faire. C'est aux bibliothèques de vos instituts de recherche publics ou vos universités de s'inscrire dans ce programme Search for Life. Et à partir de là, vous aurez les codes qui vous permettent normalement d'accéder à toutes les revues de la plupart des grands éditeurs. Voilà. Merci. Merci.